Merci beaucoup. Enfin, je vous présente Luc Valentin, un Français aux États-Unis. Il vit aux États-Unis depuis plus de 15 ans et il va nous parler de l'expérience des exploitants et comment les robots permettent de faire face aux défis des grandes exploitations américaines. C'est de la recherche à la pointe de la technologie. Moi, ce que je vais vous présenter, c'est plus ou moins ce qu'on fait aux États-Unis. C'est plus ou moins les méthodes commerciales qu'on peut utiliser. Est-ce qu'on va voir tout ça? Ensuite, on a un autre aspect que on a un peu moins en France, c'est les grandes cultures. Donc, comme disait Simon Blackmore, les agrandissements d'échelle, ça nous bénéficie beaucoup. Il y a la mécanisation, bien sûr, on en reparlera. Mais il y a aussi tout un aspect dont il n'a pas parlé. Ça permet de mettre des hommes plus spécialisés à certains postes et d'amortir leurs coûts sur une plus grande surface. Pour vous parler brièvement, donc moi je viens de pas très loin d'ici, je suis né à Clermont-Ferrand, j'ai fait mes études à Purpan, donc pas très loin d'ici, et puis ensuite je suis parti aux États-Unis pour un programme d'échange et j'en suis parvenu, donc ça fait presque 20 ans maintenant. Donc discutons rapidement de ce dont je vais vous parler. Donc je vais vous parler spécifiquement de la ferme avec laquelle je suis plus impliqué, parce que je la connais intrinsèquement, je connais un peu le mode de pensée. Donc c'est pas toujours mon mode de pensée, mais c'est le mode de pensée un peu de la façon américaine, tout ça. Donc je pensais que c'était un peu important pour vous, pour le compreniez. Et donc ce qu'on va parler, je vais vous présenter brièvement l'exploitation. On a une demi-heure, j'ai pas le temps de vous la présenter en détail, mais je vais faire de mon mieux de vous donner les grands éléments. Comme partout, on a des défis à relever, protection de l'environnement, pénibilité du travail, trouver des employés qualifiés, ainsi de suite. Donc ça c'est des trucs qu'on a à faire. Et bien sûr, quelles sont les solutions à l'avenir? Donc, bien sûr, l'automatisation, la robotique. Quand je préparais cette présentation, j'ai essayé de trouver un peu quelle était la différence entre un automate, un robot et tout ça. Et j'ai l'impression qu'en fin de compte, c'est une courbe continue avec de plus en plus d'intelligence, mais c'est tout un peu lié à un niveau ou à un autre. Donc, Vulgamore Family Farm, donc on est dans la Grande Plaine, à l'ouest du Kansas. Donc, les Grandes Plaines, c'est un peu toute la partie centrale des États-Unis. Donc, c'est des étendues à perte de vue. D'habitude une densité de population pas très importante. Donc voilà une représentation cartographique de la ferme. Donc pour vous donner un peu un ordre d'idée, donc d'est en ouest, c'est étendu sur une centaine de kilomètres et du nord au sud sur 50 kilomètres. Donc vous pouvez voir un petit carré. Donc j'ai pas de pointeur, mais si vous prenez le petit carré vert en haut à droite, pour vous donner un ordre d'idée d'échelle, c'est 64 hectares. D'accord? Donc la ferme en chiffres. Donc très vite fait, on a grosso modo 20 000 hectares. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, 100 km d'est en ouest, cinquantaine de kilomètres du nord au sud. Grosso modo une quinzaine de personnes à plein temps, avec des saisonniers bien sûr, essentiellement au moment de la récolte. On a plus de 30 000 tonnes de stockage sur la ferme. Donc ça c'est aussi un peu important pour l'efficacité des travaux. Quand on est à récolter, on n'a pas besoin d'attendre. Enfin, on peut gérer un peu la logistique de façon plus efficace que si on vidait à la coop du coin. Alors ça a changé bien sûr du moment où j'ai commencé à travailler sur la ferme maintenant. À l'époque, on amène tout à la coop. Pluviométrie, 470 mm par an. Donc pour vous donner un ordre d'idée, c'est grosso modo un peu moins de pluie qu'en Provence. Ce qui veut dire que c'est de l'extensif. On a des variations de rendement de 0,7 année à la moyenne l'année prochaine, à 2 fois la moyenne cette année. Donc au niveau logistique, au niveau gérer le personnel, gérer l'équipement et tout ça, c'est un peu un casse-tête. En dehors de ça, donc on a la ferme, on a aussi un atelier d'épandage de fumier, donc on achète du fumier d'atelier d'engraissement bovin à côté de chez nous et on en fait comme du compost. On ne va pas aller jusqu'au compost pour ne pas avoir ajouté du carbone ou de l'azote dans le fumier. Et donc c'est une grosse partie de notre fumure. On a très peu d'engrais chimiques. On produit 150 000 tonnes de fumier par an. Une partie c'est sur notre ferme, une partie c'est vendu à nos voisins. On a aussi un atelier d'engraissement de 1500 bêtes, donc c'est à l'échelle du comté là où on est, c'est très petit, parce qu'ils ont des ateliers de 80 000 bêtes ou plus. Donc pour nous c'est petit, à l'échelle de la France ça fait déjà un peu gros. Donc relever le défi des grandes surfaces. Donc ça je reviens là-dessus parce que souvent les personnes ne se rendent pas bien compte de ce que c'est 20 000 hectares. 20 000 hectares c'est un gros chiffre, bon d'accord. Donc 20 000 hectares c'est grosso modo 15 km par 15 km, donc
J'ai pris Google Earth, j'ai essayé de faire un carré de 15 km par 15 km sur l'agglomération de Toulouse. Ben, grosso modo, c'est toute l'agglomération de Toulouse. Donc ça veut dire, pour revenir un peu à ce que disait Simon Blackmore, toutes les décisions qu'on a à prendre, même si on essaie d'être très précis, c'est un peu à grande échelle. Elles ne sont pas aussi spécifiques que ce qu'on voudrait être dans notre jardin, par exemple, ou quoi que ce soit. Donc le but, l'idéal, ce serait d'être à ce niveau-là. Mais du fait de la taille de la ferme, c'est difficilement possible. Même si on a fait de l'échantillonnage, pour essayer de prendre les meilleures décisions, il faut qu'à un moment on avance. Donc, en représentation d'un carré, c'est l'agglomération de Toulouse. Si vous décidez de partir d'ici, Toulouse, vous prenez l'autoroute jusqu'à Vierzon. Vous avez 250 mètres de champ à gauche, 250 mètres de champ à gauche, 250 mètres de champ à droite. Et c'est toutes vos terres. Donc ça veut dire que pour aller à Vierzon, Michelin dit qu'il faut 4h30 à 130 km/h, grosso modo. Si vous allez à 7-8 km/h, 10 km/h avec votre tracteur, ça va vous prendre 5 minutes. D'accord? Donc ça, il faut un peu se le mettre, se rappeler de cette idée-là, parce que les robots, pour que ça marche pour nous, il va falloir qu'ils aient un peu de la productivité. D'accord? Donc, quelles ont été les méthodes? Donc, tout d'abord, comme disait Simon Blackmore, augmentation des machines, de plus en plus grandes, de plus en plus nombreuses, de plus en plus coûteuses, de plus en plus technologiquement avancées, tout ça. Alors après, au niveau des tailles, pour vous donner un ordre d'idée, ça c'est des barres de coupe qui font 9-10 mètres, donc c'est pas très large. En maïs, quand j'ai commencé sur la ferme, on avait des barres de coupe de 12 rangs. Je disais, bon, 12 rangs, ça commence bien à faire un peu. Maintenant, on en est à 16. Alors la partie encore plus intéressante, c'est qu'on ne démonte jamais la barre de coupe. Donc on se promène sur les routes avec nos barres de coupe de 10-12 mètres de large et sans les démonter. Donc ça, c'est bien sûr des choses qu'on ne pourrait pas faire ici, du fait du peu de densité de population. Ça demande aussi de longues heures au volant. Ce que je veux dire, là, ce printemps, on a eu une année relativement pluvieuse. Les gars, quand ils étaient dans leur semoir, ils ont quand même réussi à semer 250 hectares par élément semeur. D'accord? Donc si vous avez un semoir à maïs, 8 rangs, admettons, ça voudrait dire que pour avoir la même productivité qu'on avait là-bas, il aurait fallu que vous semiez 2000 hectares. D'accord? Donc si on arrive à diminuer les coûts de mécanisation, ben, c'est parce qu'on arrive à couvrir plus d'hectares. Donc longues heures au volant, ensuite des aides à la conduite. Les aides à la conduite sont primordiales. Comme on discutait tout à l'heure, Paris, c'est pas fait en un jour. Au départ, toutes ces aides à la conduite ou tous ces éléments, les gens ont dit « oh non, mais ça c'est un gadget, c'est un accessoire, j'en ai pas vraiment besoin ». Et maintenant, c'est vraiment indispensable. Je veux dire, quand ces aides à la conduite ne marchent pas, le chantier souvent va être arrêté jusqu'à ce que ces aides à la conduite soient réparées pour pouvoir avancer de façon efficace. Donc ensuite, comme tout le monde, on essaye d'être les plus respectueux de l'environnement qu'on a. Donc bien sûr, on a un extensif, donc bien sûr, les intrants qu'on a, c'est beaucoup moindre que ce qu'on va mettre en France. On est au niveau on utilise du semi-direct. Donc le semi-direct a différents niveaux. D'abord parce que l'Université du Kansas nous a expliqué que si on faisait du semi-direct, en gardant les résidus, tout ça, on allait avoir des augmentations de rendement. Donc pour nous, c'est plus pratique. Ensuite, donc, ça veut dire moins d'opérations sur les terres, donc moins de travail du sol. Mais ça demande un suivi des cultures très précis. C'est-à-dire que donc Nick, c'est le gars que vous voyez là sur la photo. J'ai pas vraiment envie de faire son boulot, mais tout le printemps, ce gars-là, il est sur son quad tous les jours, à quadriller les parcelles, à essayer de voir où est-ce qu'il y a des mauvaises herbes, pas de mauvaises herbes, quel type de mauvaises herbes on a, pour qu'ensuite, les pulvées qui vont venir derrière, on va adapter la bouillie en fonction des mauvaises herbes qu'on voit et des stages d'avancement. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il va dire, voilà, on a quelle petite pousse de mauvaises herbes, mais on va peut-être attendre un petit peu pour qu'il y en ait un peu plus et qu'elles soient toujours faciles à tuer. D'accord ? Donc gérer la pression des mauvaises herbes, on y reviendra, parce que pour moi, ça va être un des points critiques où je vois vraiment une application des robots pour nous aider même à une grande échelle. Donc on a différents niveaux d'automatisme. J'ai eu l'occasion de visiter l'usine Classe la semaine dernière au Mans, et ils nous montraient les robots de peinture et tout ça, donc ça c'est génial. Donc même si ce n'est pas des robots aussi avancés, donc ça je vous présente notre installation de stockage. Donc on a deux systèmes. Enfin, il y a un séchoir et les silos. Donc le séchoir, bon, moi j'appelle ça, c'est un peu comme un robot. Ce que je veux dire, vous avez du grain qui rentre à une certaine humidité. Donc ça va mesurer quelle est l'humidité du grain qui rentre. Ça va ajuster la température des brûleurs.
Ça va ajuster la vitesse à laquelle traverse le grain dans le séchoir. Et ensuite, en sortie, en fonction de l'hygrométrie du grain qui sort, ajuster tous ces paramètres en fonctionnement récurrent. Ce qui veut dire que plutôt qu'il y ait une personne qui prenne des mesures, ainsi de suite, ajuste les brûleurs, ajuste la vitesse et tout ça se fait de façon semi-automatique. Très facile en maïs, beaucoup moins facile en sorgho. Ensuite, l'autre partie qui est assez intéressante, c'est que des fois, plutôt que de gaspiller du gaz et de sécher le grain, on va le mettre directement dans nos cellules de stockage. Et on a un système sur notre ordinateur qui plus ou moins va mesurer l'hygrométrie du grain, donc ça on lui rentre. Il y a des probes, des capteurs dans les cellules. Ça va mesurer le niveau de grain, la quantité de grain qu'on a, tout ça. Ça va mesurer l'humidité de l'air ambiant, l'humidité de l'air au-dessus du grain. Et en fonction de ça, allumer les ventilateurs à la base, sur le toit, pour justement faire ce que l'on veut du grain. C'est-à-dire soit le refroidir pour pas qu'on ait de condensation l'hiver, soit le sécher un petit peu, soit potentiellement l'humidifier un petit peu dans la mesure où on est payé sur du maïs à 15%, donc il n'y a aucune raison de le vendre à 12% et être pénalisé de cette façon-là. Donc ça, c'est, je dirais, un automatisme de base, mais qui est quand même très important économiquement parlant. Donc bien sûr, les tracteurs, donc au niveau automatisme de tracteurs, donc ça fait quand même longtemps que c'est sur le marché aux États-Unis. Pardon. Donc là, je vous montre une carte d'essai de couverture de différents couverts qu'on avait utilisés. Et tout ça, c'est possible. Toute cette recherche sur la ferme, c'est possible grâce à ces technologies embarquées. Ce que je veux dire, il n'y avait pas de jalon, il n'y avait pas de marqueur, il n'y avait pas d'endroit non semé, tout ça. Grâce à la technologie que nous avons dans les machines à l'heure actuelle, toutes ces recherches peuvent être faites de façon expérimentale sur la ferme, sans vraiment se créer beaucoup plus de travail. Donc bien sûr, on a l'autoguidage, coupure de tronçon. Donc coupure de tronçon, ça veut dire que vous avez votre semoir de 36 rangs, vous arrivez dans une pointe, et en fonction que les éléments semeurs vont rentrer sur une partie qui a déjà été semée, ça va couper les semences. Donc vous ne sursemez pas les endroits des points, donc vous allez économiser en semences, et ensuite vous allez avoir des rendements meilleurs parce que vous avez la bonne densité de population. Tourne automatiquement en bout de champ, donc ça je l'expliquais, donc ça fait déjà 6 ou 7 ans que ça existe. Alors est-ce qu'un tracteur c'est un robot? Non, c'est pas un robot parce qu'il n'est pas complètement indépendant, mais quand la seule chose que le conducteur du tracteur a à faire, à dire, c'est en bout de champ, tu tournes à droite, tu tournes à gauche, et le tracteur automatiquement arrête la prise de force, lève l'élément, coupe la prise d'huile, et ainsi de suite, fait demi-tour, et automatiquement rallume la prise de force, et ainsi de suite, et repart. L'automatisation, la robotisation complète, on n'en est pas très loin. On en reviendra un peu tout à l'heure, pourquoi John Deere ou les autres manufactureurs n'ont pas encore fait le pas. J'ai plusieurs suppositions, mais c'est des trucs intéressants à voir. Après, l'autre truc qui est très intéressant, donc là je parle des tracteurs, mais je peux parler des pulvérisateurs. Donc notre pulvérisateur fait grosso modo 36 mètres de large. En sortie de printemps, souvent on va faire une fumure azotée. Et il y a quelques années, on a fait des études avec Green Seeker Technology. Donc je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. Donc on avait une barre Green Seeker devant le pulvérisateur qui grosso modo mesurait la verdure du blé par rapport à une bande optimale où il n'y avait pas de carence d'azote. Et en fonction de ça, augmenter ou diminuer la quantité d'azote qu'on appliquait derrière le pulvérisateur. Donc pour rejoindre un peu ce que disait Simon, essayez toujours d'augmenter un peu la précision, de cultiver, même si on a des gros éléments, essayez d'augmenter un peu de la façon dont on utilise les intrants et de voir si on peut être plus responsable par rapport à préserver l'environnement et tout ça. Moissonneuse-batteuse, pareil. Donc grâce aux technologies qu'on a, bien sûr, tout est disponible sur Internet. Vous allez sur Internet, vous voyez où est-ce que sont vos moissonneuses-batteuses, à quelle vitesse elles vont, donc vous pouvez savoir si ça va être rapide, pas trop rapide, gérer les flux de camions pour aller à la parcelle et ainsi de suite, savoir quelle quantité de gasoil ils ont, s'il va falloir aller leur faire et éventuellement faire du troubleshooting de façon automatique sur Internet. Donc l'autoguidage, je pense que c'est super important quand vous semez, c'est encore plus important quand vous récoltez parce que des fois il y a de la poussière, vous récoltez de nuit avec la poussière, vous avez des grandes barres de coupe, vous ne voyez pas où est-ce que vous allez. Du fait que vous êtes autoguidé, vous n'avez pas besoin de conduire la moissonneuse-batteuse, elle se conduit toute seule. Du fait que vous avez les capteurs sur la barre de coupe, elle va suivre le terrain plus ou moins de façon automatique. Donc votre seul travail, c'est grosso modo de vous assurer qu'il n'y a pas de problème. Et grâce à ça,
Et ben après, on peut passer, enfin, je ne sais pas si c'est forcément toujours positif, hein, parce qu'à minuit, quand vous êtes encore en train de récolter, vous préférez être au lit, mais ça permet de maximiser l'utilisation du matériel. John Deere, sur la moissonneuse batteuse, ils ont aussi une technologie, et ça, je pense qu'il y a d'autres manufacturiers qui ont cette technologie aussi, donc ça, je vous en parle parce que c'est, encore une fois, les moissonneuses batteuses pourraient être complètement indépendantes. Donc la façon dont on règle les moissonneuses batteuses, vous allez régler votre moissonneuse batteuse pour qu'elle fasse du bon travail pour nettoyer le grain. En fonction de nettoiement du grain et ainsi de suite, vous allez avoir plus ou moins de pertes à l'arrière de la machine. Donc il y a des capteurs de pertes, donc ça veut dire, grosso modo, vous avez plus ou moins de pertes. Donc vous choisissez, vous définissez, vous calibrez votre moissonneuse batteuse pour avoir un niveau de perte qui vous semble correct. Et donc en fonction de ça, quand vous êtes le conducteur, vous essayez toujours de garder votre moissonneuse batteuse avec un même niveau de perte, donc qui est consistant. Donc ça vous permet de récolter autant d'hectares à l'heure que vous pouvez par rapport aux conditions. Donc John Deere s'est aperçu que effectivement c'est ce que faisaient les conducteurs, et donc ils ont mis en place un système de, comme vous direz, votre régulateur de vitesse. Au lieu de réguler la vitesse sur les moissonneuses batteuses, ça va réguler la vitesse par rapport au niveau de perte à l'arrière de la moissonneuse batteuse. Donc vous allez rentrer dans une grande partie de verre, la moissonneuse batteuse va avoir plus de pertes derrière, elle va ralentir, quand ça devient plus sec et ça se nettoie plus facilement, elle va accélérer, ainsi de suite. D'accord ? Donc toutes ces technologies-là sont vraiment disponibles. Il ne faudrait pas grand-chose pour que, grosso modo, le bonhomme qui est sur la moisse batte, il n'y soit plus. Donc voilà, des robots adaptés à grande échelle. Donc j'ai vu 2 robots, donc à différentes phases de la commercialisation. Donc ceux-là, ils sont relativement avancés. Donc ça, c'est une compagnie qui a une start-up qui est dans l'est de l'Indiana, pardon. Et donc c'est complètement autonome. Donc les prémices de ce robot, donc c'est aux États-Unis, surtout sur les grandes échelles qu'on a, nous souvent on fait ce qu'on appelle du grid sampling. Donc on va faire un prélèvement de sol tous les entre 2 et 5 hectares. Et donc le concept de base, c'est de dire en fin de compte, bon, si vous faites votre prélèvement de sol ici cette année, l'année prochaine ou dans 5 ans, quand vous revenez, il faudrait vraiment faire le prélèvement de sol au même endroit, à la même profondeur, ainsi de suite, pour être consistant, pour justement savoir quelles sont les variations de votre azote, parce qu'ensuite il y a des cartes de recommandation de fumure qui sont faites par rapport à ces prélèvements de sol. Donc si les prélèvements de sol sont mal faits, et bien vraiment vous gaspillez des sous et vous prenez probablement les mauvaises décisions. Donc ça, c'est le concepteur qui a décidé de faire ça. Alors donc ensuite il y a l'aspect que si vous faites des prélèvements de sol, en théorie il faudrait que vous en fassiez minimum 12 pour avoir un prélèvement qui est statistiquement représentatif de vraiment la qualité de votre sol, de là où vous prenez l'échantillonnage. Donc tout ça c'est programmable dans la machine. Donc la machine peut être programmée, les coordonnées GPS des points sont programmées automatiquement et la machine va partir ensuite automatiquement et aller faire ces échantillonnages. Et l'autre partie que je trouve qui est assez cool quand même, c'est l'ensachage automatique. Donc la mise en sachet automatique de la terre. Donc là on a une petite vidéo de leur site internet, j'espère que ça va marcher, qui démontre un peu comment ça marche. Ah, petit problème technique. Voilà, donc là il est parti, vous pouvez voir, donc il y a déjà des trous qu'on fait, donc là il voulait montrer avec les drapeaux que justement la machine revenait exactement au même endroit. Donc là la machine elle a inversé la probe, elle va mettre la terre dans le sachet, donc là la terre tombe, donc de la même façon au supermarché où ça va coller le plastique, c'est ce que ça va faire là. Donc ça retourne la probe et vous allez voir la machine va partir pour éventuellement aller faire le prélèvement un peu plus loin. Donc voilà. Donc ça, j'ai eu la chance de voir cette machine sur notre ferme. Donc le gars est venu faire une démonstration. Alors dans l'idée, son idée c'est de dire, les gars sur la ferme ils disaient mais pourquoi tu ne payes pas des conducteurs, parce qu'il avait beaucoup de mal avec la partie que la machine se conduise tout seul. Mais dans son idée, il voudrait avoir une personne qui puisse gérer un parc de grosso modo 3 machines. Et donc tous les jours, il dépose ces 3 machines dans 3 parcelles différentes. Il y a plusieurs caméras sur la machine, je ne sais pas si vous avez vu, devant, l'ensachage et tout ça. Et donc le gars, il est dans un périmètre pas très loin de là où il est. Et grosso modo, il va s'assurer que toutes les machines fonctionnent bien et font du bon travail. Donc ça c'est vraiment un robot qui, pour nous, à grande échelle, je vois que ça peut faire du bon travail. Est-ce qu'on peut revenir sur les slides, s'il vous plaît ?
Donc le robot suivant dont je voulais vous parler, donc c'est grosso modo un drone, donc une aile volante. Et je vous parle de celle-ci parce qu'elle est basée au Kansas, donc je la connais un peu plus que peut-être d'autres modèles qu'ils ont là-bas. Mais donc ça aussi c'est de l'automatisation presque complète dans la mesure où le drone va, bon, il y a une rampe de lancement, mais il va décoller de façon automatique. Il va suivre un plan de vol. Donc ça veut dire qu'il va quadriller votre parcelle, passer exactement où vous voulez, la bonne hauteur, corriger pour le vent, corriger pour les dérives et tout ça. Ensuite prendre des photos. Les photos ensuite vont pouvoir être recollées les unes avec les autres et ensuite faire des analyses de quantité d'azote, NDVI ou des trucs comme ça, ou n'importe quelle analyse vous voulez faire. J'ai des clients qui utilisent cette technologie justement, où ils utilisent les photos prises par le drone pour voir tous les maïs qui repoussent de l'année d'après et pour voir ensuite quels vont être les effets de ces repousses de la culture précédente sur les rendements de la culture d'après. Donc ça, c'est des trucs qui sont très intéressants. Donc si on peut essayer de lancer la vidéo. Donc j'ai juste été sur YouTube, j'ai pris leur vidéo commerciale, mais ça vous montre un peu une vision de comment ça marche. What's up, droners, and welcome to another List Like video. Je crois pas que c'est ça. When you're part of the long tradition of farming, change doesn't always come easy. Donc paysage You know typiquement what works américain. and what doesn't. And that's good. But every once in a while, something comes along that makes you see things in a whole new way. It changes how you plant and how you care for crops. So you have better plant health and higher Donc, vous pouvez yields. voir ici le plan de vol et while ainsi de saving money. suite. Et donc ensuite les cartes qui sont récupérées par l'agriculteur et donc ensuite il peut faire des zones de prescription différentes suivant ce qu'il veut traiter ou ce qu'il veut voir sur sa parcelle. Donc voilà. Donc voilà, c'est Agrigold. Donc ça c'est une boîte qui est au Kansas et qui apparemment a vendu pas mal d'ailes volantes dans tout le Kansas, dans tout le Midwest. Donc les robots sur les fermes aux États-Unis. Donc là, je parle bien sûr des fermes production céréalière essentiellement à grande échelle. Donc je vous ai mis une carte des États-Unis là pour vous aider un peu à vous rendre compte que les fermes à grande échelle, elles étaient grosso modo au milieu. Donc ça, c'est les fermes les plus grandes. Plus vous allez sur les côtes, plus vous allez avoir des fermes de plus petite taille parce qu'une densité de population plus importante, et ainsi de suite. Donc ça va aussi affecter le développement des matériels de robotisation. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour moi, les producteurs de matériel agricole, ils ont vraiment les capacités de faire un robot complètement. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo en ligne ou un tracteur qui se conduit sans cabine de façon automatique. Donc, technologiquement parlant, à mon avis, ils y sont là. La seule partie qu'ils n'ont pas encore gérée, c'est comment capter tous les problèmes. Parce que le gros problème, c'est pas tant de faire avancer le tracteur et de faire tout ça, c'est s'il y a un problème, comment on détecte le problème et comment on le résout de façon plus ou moins automatique. Il y a aussi toute la plaie, quand vous parlez des États-Unis, vous avez les problèmes de procès et compagnie. Donc je pense que la plupart des personnes qui partent dans ce domaine-là, ils ont à l'arrière de leur tête un peu de savoir comment ça va se passer dans ces cas-là. Et donc ensuite, il y a tous ces petits problèmes techniques. Là, je vois le gars qui est venu faire la démonstration d'échantillonnage de sol. Mais des problèmes techniques, il y en avait en permanence. Donc on peut dire, bon, le produit n'est pas encore abouti, éventuellement ça va se résoudre. Mais ayant semé des cultures d'avant, c'est pas facile de détecter qu'on est en train de tirer de la paille, qu'il y a un problème sur le semoir et ainsi de suite. Donc les manufacturiers, il faudra que pour résoudre ça, soit ils mettent beaucoup plus de capteurs d'une façon ou d'une autre, soit qu'ils trouvent d'autres moyens. Et ensuite l'autre aspect, c'est d'accord, on détecte qu'il y a un problème, on arrête la machine, ça veut dire que la machine, elle est, je vous ai dit, on est sur 100 km sur 50 km, elle est à 25 km, admettons, ça veut dire que j'ai 25 km pour aller réparer la machine. Mettons 20 minutes pour réparer la machine, 25 km pour partir. Donc grosso modo, la machine elle a été arrêtée pendant 45 minutes sans vraiment être productif. Alors que si j'avais une personne sur la machine, peut-être que ce problème aurait pu être résolu de façon automatique. Donc ça va être a priori quelque chose qu'il va falloir peser. Quel est le coût de productivité, votre coût de productivité, ou est-ce qu'on peut avoir des machines qui sont assez compétentes, qui ne vont pas s'arrêter, ou alors après passer à de plus petite taille, si vous avez une armée de robots. Donc là j'en parle la slide après, ça peut se faire. Donc point de vue de l'agriculteur, quand j'ai discuté un peu avec les gars là-bas, quand
de la présentation que j'allais faire, il me dit, ouais, non, pour nous, le mieux, ce serait vraiment au niveau du désherbage. Parce que du fait qu'on est en semi-direct, du fait qu'on est très dépendant des herbicides et tout ça, et ben c'est vrai qu'on a de plus en plus de résistance. Donc c'est vrai que si c'est... Donc soit on peut vraiment cibler la mauvaise herbe et donc appliquer peut-être des produits plus forts pour les tuer, ou après un système mécanique qui va juste détruire cette partie-là de la plante sans avoir à travailler toute la parcelle. Donc ça se fera aussi s'il y a un gain de productivité, c'est pas compliqué, là-bas c'est des économistes. Si A plus B égale C, et si on arrive à augmenter C, ben, ils partiront dans cette direction-là, c'est pas compliqué. Et donc l'autre partie, qui va être difficile aussi pour la robotique par rapport à ce que l'on voit à l'heure actuelle, c'est la capacité de couvrir grande surface. Donc ça va se passer soit en ayant des technologies qui soient très fiables sur de grosses machines, ou ensuite une armée de petits robots au cas où il y en a une ou deux qui ne marchent pas, que ça n'arrête pas la productivité. Parce que souvent, il y a aussi des fenêtres de semis et des fenêtres de récolte qui ne sont pas étendables à outrance. Donc voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui.